Bonjour à tous, je remercie le comité scientifique et d'organisation des Journées européennes de la Société française de cardiologie et la Société Édouard Lefsciences de m'avoir invité à parler avec vous du TAVI et Covid-19, quelles leçons à tirer du parcours de soins du patient. Voici mes conflits d'intérêts. Depuis le premier confinement, le Covid-19 a bouleversé nos pratiques de par la gravité potentielle de cette infection, nécessitant notamment une restructuration de nos ressources médicales. Les patients présentant un rétrécissement aortique sont le plus souvent des patients âgés qui présentent des comorbidités comme l'hypertension, le diabète, une coronaropathie, qui exposent les patients à un risque plus élevé de développer une forme sévère du Covid-19. Les stratégies pour atténuer la propagation du Covid-19 impliquent une diminution des interactions interpersonnelles et notamment lors de la première vague, une déprogrammation importante et prolongée des actes de cardiologie interventionnelle non urgents comme le TAVI, et a donc modifié la prise en charge des patients ayant un rétrécissement aortique symptomatique. D'autre part, le retard de la prise en charge des patients ayant un RS serré et symptomatique entraîne un risque de complications et de mortalité élevé. Voyons tout d'abord les risques de décaler la prise en charge des patients. Dans cette étude canadienne, avant l'époque du Covid, sont bien évalués les délais de prise en charge allant de la consultation à la prise en charge de la procédure du TAVI. On voit que les délais médians sont assez longs, donc de l'ordre de 80 jours, et le fait d'être simplement sur une liste d'attente, alors que déjà tout est programmé, entraîne déjà des événements cardiaques majeurs, puisqu'à 80 jours, on note 2% de mortalité sur la liste d'attente et 12% de patients ayant nécessité une hospitalisation en urgence liée à leur rétrécissement aortique. Au cours du TAVI, il y a une balance entre, d'une part, les risques de la prise en charge des patients ayant un TAVI et d'autre part, de retarder leur prise en charge. On peut imaginer que pendant la période du TAVI, le fait de réaliser la procédure va utiliser des ressources qui pourraient être utilisées pour la prise en charge des patients qui ont inondé nos hôpitaux lors de la première et la deuxième vague, et d'autre part, expose les patients eux-mêmes à un risque d'infection par le Covid. Mais d'autre part, on connaît bien le risque de retarder la prise en charge d'un rétrécissement aortique serré symptomatique, comme la survenue d'une mort subite, une réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, parfois en urgence, et la dégradation irréversible de la fonction ventriculaire gauche si la prise en charge est trop tardive, ce qui entraîne donc une augmentation de la mortalité périopératoire. Plusieurs études se sont intéressées au cours du Covid du risque du retard de la prise en charge, et notamment cette étude qui a été réalisée au Mont Sinaï à New York, où 70 patients qui présentaient un rétrécissement aortique serré, qui étaient en attente d'un TAVI, et on voit que pendant cette période de 3 mois où il n'y a eu aucune intervention dans ce centre, 35% des patients ont présenté un événement grave au cours de ces 3 mois, incluant 3 décès, et 24 patients ont nécessité en urgence et non plus de façon programmée un TAVI. Et de façon intéressante, les patients qui ont eu des événements étaient ceux qui avaient les symptômes les plus instables, comme une poussée d'insuffisance cardiaque en classe 3 ou 4 de la classification YH, et ceux qui avaient une fraction d'éjection altérée. D'autre part, une autre étude, cette fois-ci réalisée en Suisse pendant la première période du confinement. Dans cette étude, ils ont identifié 2 groupes, des patients qui devaient avoir une prise en charge immédiate et ceux pour lesquels on pouvait reporter la procédure. Les patients qu'ils ont considérés comme urgents étaient des patients qui avaient une surface inférieure à 0,6 cm², un gradient moyen supérieur ou égal à 60 mm de mercure, une décompensation cardiaque récente ou des symptômes invalidants. On s'aperçoit dans cette étude, c'est notamment le tableau de droite tout en bas, que les patients pour lesquels on pouvait reporter soi-disant la procédure, on voit que 7 patients sur 46 ont nécessité une intervention en urgence, soit par TAVI ou soit par chirurgie. En revanche, on s'aperçoit que dans les patients que l'on ne pouvait reporter, tous ces patients ont été traités par TAVI, supposant que la prise en charge chirurgicale nécessitait des délais de prise en charge trop importants ou que les patients étaient à haut risque opératoire. Mais de façon plus intéressante, quand on regarde un critère de jugement associant décès, AVC et réhospitalisation en urgence, on voit que les patients que l'on a reportés ont moins bien évolué, avec plus d'événements, avec une tendance, puisque le P est à 0,08 entre les 2 groupes. Alors la deuxième question qui se pose, c'est comment peut-on optimiser les ressources pour bien prendre en charge les patients qui ont un rétrécissement aortique et qui nécessitent un TAVI au cours du Covid. Dans cette étude américaine, ils ont essayé tout d'abord de bien sélectionner les patients en fonction de leurs symptômes et de la sévérité de leur rétrécissement aortique pour définir le délai de prise en charge. Bien entendu, les patients qui étaient en état de choc cardiogénique ou qui avaient une insuffisance réfractaire nécessitaient une prise en charge immédiate.
Ils ont défini ensuite les patients nécessitant une prise en charge urgente, c'est-à-dire dans les 4 semaines après la prise de contact initiale, chez les patients qui avaient fait une poussée récente d'insuffisance cardiaque nécessitant une hospitalisation, les patients qui avaient une syncope ou des patients qui avaient un rétrécissement aortique très serré. Dans les autres cas, ils ont différé la prise en charge de 1 à 3 mois avec une surveillance attentive des patients par téléconsultation pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de décompensation dans l'attente de leur prise en charge. Après avoir bien sélectionné les patients nécessitant une prise en charge rapide, il est important aussi de s'adapter au contexte en diminuant tous les éléments qui peuvent retarder la prise en charge, éviter les examens inutiles comme un échodoppler des vaisseaux du cou qui pourrait être fait secondairement et qui ne changera pas la prise en charge, et surtout de faciliter un lever précoce et une sortie rapide des patients pour réduire les durées de séjour, ce qui permettra de traiter plus de patients et d'éviter les infections à Covid pendant le séjour. Alors, qu'est-ce que l'on a fait à Rouen au cours du Covid? Alors, avant leur prise en charge, on a essayé, comme on l'a dit préalablement, d'identifier les patients à haut risque ou à très haut risque. On a considéré pour nous les patients urgents, ceux qui ont été admis pour une poussée d'insuffisance cardiaque ou qui ont présenté des syncopes. Ça, c'était vraiment les patients les plus urgents. Ceux qui nécessitaient une prise en charge plus rapide dans le mois, c'est les patients qui, pour nous, avaient des rétrécissements aortiques très serrés, qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche ou qui avaient des symptômes très importants, notamment quand ils étaient en classe 3 ou 4 de la classification NYHA. Et pour les autres, on a essayé de différer de 1 à 3 mois en fonction des ressources et des lits dont on avait disponibles pendant cette période. On a essayé de raccourcir les délais des réunions médico-chirurgicales en se limitant à un chirurgien et un cardiologue pour prendre en charge rapidement les patients. La plupart des scanners chez les patients étaient candidats à TAVI ont été faits en externe. Et on a même un peu étendu les indications à des patients à très bas risque, notamment lorsqu'ils avaient plus de 70 ou 75 ans, compte tenu des délais importants de la chirurgie cardiaque dans notre centre, puisque les anesthésistes étaient réquisitionnés pour les unités Covid. Pendant le TAVI, on a essayé de privilégier les admissions le même jour, en chambre seule, avec des PCR, des patients qui réalisaient une PCR 2 à 3 jours avant leur admission pour s'assurer qu'ils étaient négatifs. Si la coronarographie n'avait pas été réalisée, on l'a réalisée le même jour que le TAVI. Et on a privilégié, comme on le fait depuis de nombreuses années à Rouen, une attitude minimaliste avec que des patients réalisés sous anesthésie locale pour ne pas prendre les ressources anesthésiques. Un lever précoce des patients et surtout une sortie précoce dans les 24 à 48 heures à la maison chez les patients qui ne présentent pas de complications afin d'éviter les SSR ou des séjours prolongés à l'hôpital. Cela tombe bien parce que nous avons mis en place l'étude FAST-TAVI 2 qui, dans le contexte, revêt toute une importance. C'est une étude randomisée qui a pour but de former les centres à réduire les durées de séjour et j'espère que cette étude permettra de démontrer que nous pouvons, en s'organisant bien, réduire les durées de séjour des patients et augmenter les taux de sortie précoce qui revêtent toute son importance dans l'époque actuelle du Covid. Alors, quels sont les événements du TAVI au cours du Covid? Il y a eu très peu d'études publiées, j'en ai retrouvé une seule. C'est une étude qui a été réalisée aux Pays-Bas entre février et juin 2020, c'est une petite série de 71 patients qui étaient tous négatifs pour le Covid avant leur admission. Ils ont une procédure de TAVI qui s'est pour la plupart bien déroulée puisqu'il y a 99% de succès. Et malheureusement, on note que 2 patients ont malheureusement contracté le Covid au cours de leur hospitalisation, donc une infection nosocomiale, et que tous ces patients sont malheureusement décédés d'une forme sévère, ce qui a mis certaines réserves de traiter ce type de patients pendant cette période. En conclusion, le Covid-19 a profondément changé la prise en charge des patients en cardiologie, et notamment ceux présentant un rétrécissement aortique serré et symptomatique. Le Covid-19 a probablement conduit, notamment lors de la première vague, à une augmentation des décès et des hospitalisations causées par l'infection dans cette population à risque et probablement aussi par le retard de leur prise en charge. Secondairement, et notamment après la première vague, une meilleure sélection des patients les plus à risque, nécessitant une prise en charge sans délai et une optimisation des ressources disponibles en limitant les risques de contracter le Covid et une réduction de la durée de séjour des patients se sont mis en place pour améliorer la prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je suis ravi de participer à ce symposium et le titre de ma présentation, c'est TAVI pour tous ou pour tout le monde. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est que le TAVI, et je pense que c'est important d'avoir ça en mémoire. Donc, c'est une technique de cardiologie interventionnelle qui a été introduite par Alain Cribier en 2002, qui est dérivée de la technique que lui-même avait inventée également, qui était la valvuloplastie
aortique au ballon dans les années 80. Alors, comme c'est une technique de cardiologie interventionnelle, c'est très important d'avoir une maîtrise parfaite du scanner afin d'analyser les caractéristiques du patient qui sont très importants, afin de sélectionner une valve à la carte, donc pour chaque patient individuellement, et puis prévenir, anticiper, gérer les complications, c'est essentiel, le risque d'occlusion coronaire, l'accès futur au coronaire dans les années qui vont suivre le TAVI, prévenir le risque de perforation ou de rupture de l'anneau aortique, prévenir le risque d'AVC, le risque de fuite paravalvulaire, réduire au maximum le besoin d'avoir un pacemaker après le TAVI et bien entendu éviter et savoir solutionner les complications vasculaires. Alors en quelques années, en fait, le rêve d'Alain Cribier est devenu une réalité puisque la procédure aujourd'hui dans la plupart des salles de cath est réalisée sous sédation consciente. Il n'y a pas de cathéter central ni urinaire. L'accès est fémoral dans plus de 90% des cas. La plupart des centres maintenant utilisent la voie radiale comme voie contralatérale, qui permet de réduire les risques de complications vasculaires. Le pacemaker maintenant est non veineux, donc en utilisant le guide du ventricule gauche, qui réduit également les complications vasculaires. Et puis les durées de séjour, aujourd'hui, sont de 3 jours post-avis dans plus de 80% des cas, dans la plupart des centres. Et puis bien sûr, il n'y a pas de besoin de réhabilitation post-avis dans la majorité des cas. Alors si on regarde maintenant les données, eh bien, on a des données très intéressantes publiées très récemment par Carroll aux États-Unis. Et on voit qu'en quelques années, bon, les États-Unis ont commencé un peu plus tard que nous, mais vous voyez qu'il y a un rattrapage incroyable. Et finalement, en 2018, le nombre de TAVI a dépassé le nombre de remplacements valvulaires aortiques. Dans cette même étude, on retrouve d'autres données intéressantes qui sont l'accès transfémoral. Vous voyez qu'il y a eu la voie transapicale qui a été très populaire, puis finalement, la voie transfémorale est devenue la voie dominante. Et en 2019, plus de 95% des cas étaient réalisés en transfémoral. Vous voyez aussi que l'évolution sur la durée de séjour est impressionnante, puisque dès 2017, la durée de séjour post-avis est de 2 jours aux États-Unis. Enfin, donc la sortie de l'hôpital, vous voyez qu'en quelques années, la plupart des patients sortent directement de l'hôpital pour aller à la maison dans 90% des cas. Donc c'est une technique qui est devenue extrêmement bien contrôlée et qui permet de réduire un maximum les complications. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler d'évolution du TAVI, mais plutôt d'une révolution, puisque, vous voyez, en quelques années, on est passé du risque prohibitif au risque élevé de la chirurgie, puis les risques intermédiaires, et puis maintenant, le bas risque chirurgical. Alors, je vais vous faire grâce des publications du bas risque, mais vous connaissez ces 2 études, Partner 3 et Evolute Low Risk, qui ont montré clairement que non seulement le TAVI était non inférieur chez des patients sélectionnés, et même supérieur pour l'étude Partner 3, et également supérieur pour Evolute Low Risk si on rajoute le risque d'AVC. Voilà une méta-analyse qui est extrêmement intéressante, qui a regardé simplement le taux de décès. Vous voyez que si on additionne les 4 études bas risque, eh bien on voit que le taux de décès est significativement plus bas à 1 an après TAVI versus chirurgie. Alors, il faut se rappeler quand même quel type de patients étaient inclus dans cette étude, dans ces 2 études low risque. Bien sûr, c'est des patients à risque chirurgical bas, mais c'était aussi des patients avec une anatomie favorable pour le TAVI. Donc, les valves bicuspides étaient exclues, les coronaires étaient implantés assez hautes, il n'y avait pas de calcification importante de l'anneau ni de la chambre de chasse du ventricule gauche, et bien entendu, les patients avaient un accès fémoral favorable. Alors, il reste quelques questions. En fait, c'est quid des valves bicuspides qui n'étaient pas inclus dans l'étude bas risque, quid du taux de pacemaker qui est relativement élevé encore à nos jours, quid de l'accès futur au coronaire, et puis qu'est-ce qu'il en est de la durabilité.
Alors, pour ce qui est des valves bicuspides, ben, on n'a pas d'études randomisées, mais on voit qu'avec les valves de nouvelle génération dans ce papier de Yoon, eh bien, les patients avec des valves bicuspides en rouge font jeu égal avec les patients avec valves tricuspides. Donc, c'est assez intéressant, mais bien entendu, il va nous falloir avoir plus d'informations. Pour ce qui est du taux de pacemaker, ben, vous voyez clairement, la chirurgie fait mieux que le TAVI. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même une différence entre les valves balloon expandable et les valves self-expandable. Vous voyez dans l'étude bas risque, 7% avec la balloon expandable contre 17% avec la self-expandable. Pour ce qui est de l'accès coronaire, ben, il faut bien imaginer qu'il y a des différences entre les valves balloon expandable et self-expandable. Et clairement, l'accès au coronaire est un peu plus complexe avec la core valve par rapport à la Sapien 3. Et bien entendu, si on doit être amené à poser une deuxième valve pour dégénérescence tardive, eh bien, ça va être plus simple avec les volutes d'accéder plus tard au coronaire qu'avec avec deux valves self-expandable. Alors c'est pour ça que maintenant on évolue vers l'alignement commissural et je pense que c'est valable pour tous les types de valves que l'on utilise et c'est une nouvelle étape dans le TAVI qui va consister à aligner les commissures pour qu'elles ne soient pas en face des ostias coronaires. Pour ce qui concerne la durabilité, eh bien maintenant, on a beaucoup d'études, beaucoup de long terme. Vous voyez, à 8 ans, le risque de dégénérescence sévère de la valve est de l'ordre de 1,3% et le risque de défaut de fonctionnement de la bioprothèse est de l'ordre de 3,7% à 8 ans, des résultats tout à fait acceptables et même supérieurs à ceux obtenus avec la chirurgie, avec certaines valves. Alors bien sûr, ça implique un changement de paradigme. Il est clair que chez les patients de 80 ans et plus, la durabilité étant de l'ordre de 10 ans, eh bien, et l'expérience de vie de 7 ans, eh bien, il n'y a pas de problème par rapport au TAVI. En revanche, chez les patients plus jeunes, eh bien, vous voyez que si on estime la durabilité à 10 ans pour les patients de 60 ans, si on pose un TAVI à ce moment-là, qu'on repose un TAVI à 70 ans, puis un troisième à 80 ans, eh bien là, on risque d'avoir des difficultés techniques. Et peut-être que la solution sera effectivement, dans le futur, de commencer par le TAVI, puis le remplacement valvulaire aortique à l'âge de 70 ans, puis le valve-in-valve à l'âge de 80 ans. Tout cela est bien sûr hypothétique au jour d'aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de données pour conclure. Alors, donc j'en viens à la décision finale, TAVI pour tous ou pas. Eh bien, je pense que ça va dépendre de tous les paramètres dont on a parlé. Les patients de plus de 75 ans, je crois qu'on va favoriser le TAVI. En plus, ils ont un bon accès vasculaire et une bonne anatomie aortique. S'il y a un risque de mismatch, on va favoriser le TAVI par rapport à la chirurgie. Si on a thorax hostile, on va favoriser le TAVI, etc. À l'inverse, chez les patients très jeunes, moins de 65 ans, on va plutôt favoriser la chirurgie. Et vous voyez qu'on a laissé un gap entre 65 et 75 où la discussion se fera au cas par cas. S'il y a un risque coronaire, on va favoriser aussi la chirurgie, risque vasculaire également. Une valve aortique non favorable avec des calcifications importantes, une morphologie non favorable, et bien sûr si le patient a besoin d'une chirurgie cardiaque pour une autre raison. Donc ma conclusion, c'est que en moins de 20 ans, le TAVI est devenu la technique dominante pour le traitement du rétrécissement aortique symptomatique serré. Bien entendu, les sophistications de la procédure et des outils qu'on va utiliser vont continuer de s'améliorer. Il faudra bien sûr en tenir compte. Il n'y a pas de signal par rapport à la durabilité du TAVI par rapport à la valve, à la bioprothèse chirurgicale. Et puis, chez les patients à bas risque qui ont un accès vasculaire favorable et une anatomie aortique favorable, eh bien, les résultats sont meilleurs, la durée de séjour plus courte et le coût est plus bas.
Et enfin, le HALT-TIM, lui, va jouer un rôle crucial pour sélectionner le meilleur traitement possible pour chaque patient en fonction de l'évolution des données de la littérature. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Merci à la Société Edwards de nous permettre d'échanger autour de cette vaste thématique avec un débat qui reste ouvert. Les conflits d'intérêts. Concernant les complications rythmiques, il s'agit des troubles de conduction. Alors, on va essayer d'identifier les troubles de conduction post-avis et l'impact de la gestion est important sur des critères cliniques durs, mortalité, risque de BAV complet, altération de la FEVG, réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Cette revue de la littérature nous permet d'appréhender les troubles de conduction post-avis. Le QRS supérieur à 160 millisecondes est associé au risque de mort subite. Un bloc de branche gauche complet est associé au risque de BAV complet et une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. 25% des patients TAVI développeront un bloc de branche gauche, 50% de réduction spontanée. Les facteurs prédictifs de développer un bloc de branche gauche post-avis sont l'implantation d'une valve auto-expandable, une hauteur d'implantation basse et un oversizing. Quel devenir des patients bloc de branche gauche post-avis à long terme? On constate qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité, il y a un impact par contre sur la FEVG et une nette augmentation du risque de BAV complet. Ce risque se situe essentiellement au premier mois et plus important avec les valves auto-expandables. Cet essai monocentrique confirme que l'allongement de l'espace PR supérieur à 240 millisecondes associé ou non à un QRS supérieur à 150 millisecondes comme facteur prédictif de BAV complet. Concernant la stimulation cardiaque, l'impact se concentre essentiellement sur l'altération de la FEVG liée à la stimulation et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. 20% des patients TAVI AJ30 ont été implantés d'un pacemaker. Cet essai multicentrique nous donne des éléments complémentaires sur les facteurs prédictifs de BAV complet chez les patients bloc gauche post-TAVI. Deux facteurs prédictifs associés, la FA pré-TAVI et l'allongement de l'espace PR post-TAVI. Aucun facteur prédictif de récupération des blocs de branche gauche post-avis n'a été enregistré. Les outils électrophysiologiques nous permettent-ils de stratifier le risque d'évolution des blocs gauche post-avis vers le BAV complet? Cette étude publiée en 2020 par une équipe, par un centre qui a évalué l'espace HV à 55 millisecondes comme cut-off concernant l'indication soit de stimulation cardiaque ou non. On constate qu'avec cette valeur, la valeur prédictive positive est de 53% avec une très bonne valeur prédictive négative à 90%. 47% des patients ont été implantés de façon inutile. Un message complémentaire, les patients qui n'ont pas modifié leur électrocardiogramme post-TAVI, cette population reste à sur-risque de BAV complet, surtout chez les patients qui ont des troubles de conduction préexistants. Ce risque semble supérieur à la population non TAVI présentant le même type de troubles de conduction. Vers des recommandations, ce panel d'experts qui a publié en 2019 cette recommandation, 5 groupes de patients, ceux qui nous intéressent, les groupes 3 et 4, ceux qui ont modifié leur espace PR ou leur QRS, et la place des explorations électrophysiologiques ou de la stimulation prophylactique est proposée au sein des patients qui ont développé un allongement de l'espace PR supérieur à 240 millisecondes ou un QRS supérieur à 150 millisecondes ou allongé de 20 millisecondes ces espaces chez les patients qui présentent des troubles de conduction préexistants. Alors, quelles sont les complications coronaires? On ne parlera pas des occlusions immédiates, plus importantes dans le groupe des patients traités par des valves balloon expandable, mais les occlusions coronaires retardées, un petit message pour dire que cela existe, que c'est rare, que ça survient de façon assez précoce, que c'est plus fréquent pour les valves auto-expandables et également pour les procédures de valve in-valve. L'accès au coronaire post-avis peut être rendu difficile cela va dépendre des critères anatomiques, évidemment du culot aortique, des facteurs procéduraux, la hauteur d'implantation, également des critères liés au dispositif, et une hauteur de jupe plus importante rendra plus difficile l'accès au coronaire, et une orientation du dispositif décalée par rapport aux commissures rendra également un accès plus difficile. Dans cet essai multicentrique, il n'y a pas eu d'échec d'accès au coronaire avec la valve SAPIEN 3.
avec un succès d'angioplastie proche de 98%. En conclusion, les troubles de conduction post-AVI, c'est essentiellement des blocs de branche gauche. 20-30% des patients vont développer un bloc gauche. 15% de ces blocs gauche vont nécessiter une stimulation cardiaque définitive et essentiellement au premier mois. Ces patients doivent bénéficier d'une surveillance rapprochée, une exploration électrophysiologique, des holters implantables, une Apple Watch, accepter que le risque zéro n'existe pas, une vigilance à l'allongement associé de l'espace PR en cas de bloc de branche gauche, précaution importante chez les patients porteurs d'un bloc de branche droit pré-AVI, parfois quittent l'établissement sans modification électrique et reviennent en BAV complet. C'est une population qui reste à haut risque de troubles de conduction de haut degré. Et enfin, un mot sur la gestion préventive des troubles de conduction qui, à mon sens, est très importante avec une implantation plus basse, éviter les oversizing et utiliser de préférence des valves balloon expandable. Concernant l'accès au coronaire, les facteurs anatomiques adaptés au contexte clinique doivent être considérés. Anticiper les facteurs techniques, l'orientation des commissures, la hauteur de la jupe, la hauteur d'implantation. Une dernière slide pour une réponse qui est à construire. Une anticipation serait à définir pour les patients ayant une espérance de vie supérieure à la durée de vie de la prothèse, avec un risque de difficulté d'accès au coronaire, voire définitive, ou un risque même d'occlusion coronaire per procédure. Je vous remercie de votre attention.